Elle est comédienne, auteure, influenceuse, créatrice de contenu à succès depuis plus d'une décennie maintenant, je crois. À elle seule, ses comptes sociaux capitalisent plus de 10 millions d'abonnés très actifs. Aujourd'hui, on reçoit en toute intimité Natou. Bonjour. Bonjour Natou, comment vas-tu? Ouais, ça va. Mais c'est une première. Oui, c'est une première. Merci. Je découvre ce petit décor qui, d'ailleurs, vu sur la Tour Eiffel, c'est incroyable. Mais c'est fabuleux, hein. Natou, donc tu es active sur YouTube depuis 2011. C'est ça. J'ai revu juste avant que tu arrives ta première vidéo. C'est pas la vraie première. Ah, alors parce que celle qui est disponible sur ta chaîne, c'est Confession intime, TF1, Bernard et Oui. Maryse. Ça a été posté le 10 mars 2011. Oui, oui. Est-ce que tu te souviens de cette vidéo et qu'est-ce qu'il y avait en fait qu'on n'a pas vu avant? Eh bien, avant, il y a deux vidéos. Il y en a une où c'est une parodie de Claude François, Le téléphone pleure. Donc lui, il chante et moi, je lui réponds et je suis déguisée en petite fille avec des couettes et je prends une voix d'enfant et c'est affreux. Et celle-là, elle est Je plus fais, dispo. Allô? Maman, elle est pas là. Et c'est pas possible, quoi. Du coup, elle est en privé. Et il y en a encore une toute première avant ça où c'était, j'ai posé ma cam et j'improvisais et je disais un truc en gros... oui, allô? Ouais, attends, je peux pas te parler, je suis en train de filmer une vidéo, là, je suis en train de lancer ma chaîne YouTube. Je sais pas ce que ça va donner, peut-être qu'il y aura 2-3 pecnos, enfin, on verra, quoi. Et c'était pas ouf non plus. Du coup, je l'ai mis en... Celle-là, je l'ai complètement supprimée. Mais tu te souviens de l'image de YouTube à cette époque, en 2011, c'était il y a 10 ans. Ouais. C'était pas la même qu'aujourd'hui. Non, mais c'était beaucoup plus fait maison. C'est pour ça que d'ailleurs, mes premières vidéos, l'éclairage, il est pété, il n'y a pas de lumière du tout, tu as des images assez grises, le son est aussi pas de très bonne qualité, c'était très fait maison, mais ça m'empêche pas d'aimer aussi cette époque un peu plus granuleuse au niveau de la qualité d'image. Tu t'inspirais de qui? De quoi? Tu t'en souviens? Eh ben, j'avais découvert Jenna Marble. Je connais pas. C'était une très grande youtubeuse à l'époque. Je crois qu'elle continue encore maintenant, mais elle fait moins de vues. Et j'avais adoré ce qu'elle faisait. Et après, il y avait d'autres youtubeurs, mais j'ai même pas retenu leur nom. Mais je ne connaissais aucun français. Je connaissais pas du tout Norman ni Cyprien, alors qu'ils avaient déjà commencé. Et comme on en a parlé quand je faisais des vidéos, j'étais en mode waouh, il y en a aussi en France, c'est fou! Je me disais que c'était que américain. J'ai vu aussi que tu avais une chaîne secondaire qui s'appelle Eglandine. Ouais. Une chaîne que tu as exploitée sans jamais véritablement dire que c'était toi. C'est pas moi, c'est pour ça. De façon officielle. C'est une grande youtubeuse beauté. Et j'aimerais avoir ne serait-ce que 1% de son talent. Oui, mais qu'est-ce qu'elle devient depuis 3 ans? Elle a pas posté de vidéo, Eglandine. Je crois qu'elle se repose. Tu sais, Eglandine, j'ai l'impression qu'elle porte des lentilles parce qu'elle a des yeux bleus qui me semblent pas très naturels. Et je pense que ça doit lui piquer les yeux à chaque fois qu'elle les met. Et ça doit être assez éreintant à chaque tournage. Parce qu'il y a quand même 600K sur la chaîne d'Eglandine. Elle était en plein glow-up. Mais peut-être qu'avec la naissance de TikTok et tout ça, peut-être qu'elle pourrait se remettre dessus. Elle est toujours un petit peu en retard, donc peut-être que là, elle va découvrir TikTok et elle va peut-être s'y mettre. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas aux 5 millions de Natou, mais bon, quand même, c'est prometteur. Mais j'espère qu'elle va revenir, en tout cas. Et alors, j'ai vu ça sur ta bio Twitter, je sais pas s'il faut l'intellectualiser, mais tu marques « Traverse les plaines du YouTube game à dos de licorne ». Est-ce qu'on doit y voir un message caché derrière la métaphore? Non, c'est juste que... Ouais, je suis là, tranquille, depuis 10 ans. Ou alors peut-être le truc de licorne, traverser les plaines, c'est... Genre, t'as toujours des haters qui essaient de te descendre et tout, et moi je suis tranquille, je suis sur mon cheval avec sa corne, dans un monde un peu édulcoré, donc tout va bien. Je continue à chevaucher tranquille. T'as peu de haters? J'en ai pas beaucoup, mais des fois t'as des phases sur un post ou un truc, surtout sur Twitter bien sûr, le réseau social de l'amour, t'as un truc qui va faire tiquer plus qu'un autre, et là ça va être un déchaînement de haine gratos, tu sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, écoutez... Je continue à être là sur Twitter depuis longtemps. Un peu moins je m'exprime moins intimement que sur mes stories, Instagram, tout ça, mais je continue à balancer mon actualité dessus, quoi qu'il arrive. Par contre, tu as eu un déferlement de haine, malgré toi, sur un de tes posts avec Bilal Hassani, lors d'un shooting au château de Versailles. Alors, un déferlement, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que quand j'ai fait des posts avec lui à mes côtés, il y avait des commentaires odieux du type « Mais pourquoi tu poses avec ça ?» Voilà, pour qualifier Bilal. Et j'ai été étonnée parce que moi, du coup, je suis pas du tout habituée à ce genre de commentaires ignobles. Et je me suis dit, c'est vrai que si moi j'en ai, allez, sur 200, j'en ai une dizaine comme ça, mais lui, qu'est-ce qu'il doit se prendre, quoi?
C'est fou. Et je trouve que ouais, du coup, il est très très fort quoi, de se blinder face à tout ça et d'avancer quoi qu'il arrive. Et tu fais un travail de fond parce que tu es en collaboration avec Allianz, c'est ça? Sur le Ouais, sujet du harcèlement? ouais, c'est une campagne qu'on mène en ce moment. C'est pour parler du fait que tu as des assurances aujourd'hui. Donc là, c'est Allianz, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Tu as des assurances, donc si tu te fais harceler et que tu es victime, qui peuvent t'accompagner, par exemple en prenant en charge les frais de procédure. Donc payer les avocats qui peuvent vite devenir très chers et ça peut être un frein justement à ta démarche de te dire je vais déposer plainte, mais après je vais peut-être pas pouvoir tout payer et je vais me retrouver seule face à tout ça. Tu as des assurances aussi qui ont une plateforme d'assistance téléphonique et je trouve ça génial du coup parce que Pour un soutien ouais, ouais, psychologique? tu peux vite te trouver dépassé par tout ça. C'est vrai que déposer plainte, c'est tout de suite, ne serait-ce que le mot, c'est quelque chose quoi. Bah, tu vois, je savais pas, donc je suis très content Mais d'être moi tombé non sur plus, cette vidéo ce je ne matin le de savais pas toi. avant qu'on m'en en parle et je suis trop contente aussi de faire des OP plus légères sur des marques de cosmétiques, de vêtements de temps en temps, mais aussi de parler de trucs un peu plus sérieux. Hmm. Pourquoi la police? Pourquoi tu as commencé à vouloir être dans la police? Mais parce que j'avais une vision assez simpliste de la vie et de la police où je me disais, bah, comme dans les films et les séries, je vais arriver au bon moment, je vais stopper les agressions, je vais stopper les cambriolages et je vais pouvoir venir en aide aux gens au bon moment, au bon endroit. Sauf que ça se passe pas du tout comme ça. Malheureusement, tu arrives toujours une fois que le mal est fait et tu vois que les côtés sombres et dark de la société. C'est vraiment pas épanouissant. Tout est négatif. Dans ton taf, tu n'as pas de truc positif. À part le fait que des fois, bah, voilà, tu es au poste de police et tu prends des plaintes et tu vas aider les femmes à se dévoiler plus, à donner beaucoup de détails qui sont pas très joyeux, mais faire un dossier, une plainte costaud. Enfin, le seul truc positif, ça pourrait être ça, ou alors... non, je vois pas. Enfin, évidemment qu'après, oui, je sais pas, j'imagine que les contrôles de vitesse et les contrôles routiers, ça permet aussi d'alerter les gens sur le fait qu'il faut faire attention à sa vitesse, parce que tu peux à tout moment être pris en flag d'excès de vitesse. Peut-être que tu évites des accidents par ce biais-là, tu vois. Donc oui, c'est nécessaire. Mais sur le terrain en lui-même, les côtés positifs, enfin, qui t'épanouissent toi, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment être accroché. Je t'ai entendu parler de quotas d'amende à mettre et que tu avais été convoqué parce que tu ne mettais pas assez C'est d'amende. vrai. Ça fait partie d'un aspect qui te déplaisait? Oui, oui, bah, forcément, parce que, en plus, moi, je me rappelle qu'on avait des voitures en assez mauvais état, genre avec des fois un phare qui marche pas pendant plusieurs jours. Et t'es censé après mettre des amendes aux gens parce que eux, ils n'ont pas mis leur phare. Enfin, c'est assez absurde, parce qu'en vrai, il y a assez peu de moyens et la police est en sous-effectif. Donc, tu fais avec ce que t'as, mais ouais, c'est compliqué. Puis après, bon, bah, quand tu fais tes contrôles routiers, je me rappelle quand même que les collègues étaient plutôt soft et que si la personne admettait que oui, elle avait brûlé un feu rouge à une seconde près, enfin quand c'est des petites choses, enfin quand même les policiers, enfin mes collègues qui m'entouraient étaient assez humains et passaient l'éponge. Mais évidemment que si t'as des gens qui répondent mal et qui tout de suite sont là en mode bah non, j'ai pas brûlé le feu rouge, non, j'avais pas le téléphone au volant. Si ça part mal tout de suite et que la personne est agressive, qu'elle admet pas et qu'elle prend les gens pour des idiots, oui, là forcément, la personne était verbalisée. En 2017, tu es invité sur le plateau d'On n'est pas couché, présenté Mhm. par Laurent Ruquier. Et suite à ce plateau, tu dis je crois surtout que les chroniqueurs n'avaient pas pris la peine de se renseigner. Ce qui suscite l'incrédulité, c'est que certains programmes télé qui coûtent cher, avec une équipe importante, ont une audience moindre. Je Je sais voulais... pas si c'est moi qui l'ai dit ou c'est d'autres Ah, personnes qui ont... En fait, moi, quand je suis allée dans cette émission, je l'ai pas du tout mal vécu, quoi. C'était comme si j'étais à un repas de famille où mon tonton comprenait pas trop, et c'est normal, parce que c'était assez nouveau, donc on comprend pas comment tu peux gagner ta vie grâce à tout ça. bien sûr. Mais en Tu effet, t'interroges. tu as raison, il y a beaucoup de médias qui ont pointé du doigt la façon dont, selon eux, tu avais été traité sur le plateau, reçu en tout cas. Moi, je l'ai bien vécu, en tout cas. Voilà, Mais alors après, déjà, c'est vrai comment que je me toi suis tu l'as rendu vécu? compte, j'ai très bien vécu, je me suis juste dit, bon, bah, c'est des gens qui n'y connaissent rien, et c'est normal, eux, c'est la télé, ils ont d'autres domaines bien plus, enfin, peut-être où ils sont vraiment plus pointus dessus, et c'est sûr, enfin, Léa Salamé, la politique, moi, je peux pas venir sur ce terrain-là, par exemple, ou même la littérature, tous les livres, enfin, tous les auteurs qu'elle reçoit, Ruquier, pareil. Et je peux comprendre qu'il y a un domaine, Internet, qui est plus récent, qui leur parle pas parce que c'est pas forcément leur génération. Et
Et c'est normal, tu vois. Donc Et tu n'as pas senti de condescendance comme les médias ben, c'était des l'ont employé? questions autour du salaire. C'est toujours pareil aujourd'hui, hein. Ouais, mais je peux comprendre. C'est comme quand moi je vais à un repas de famille, on comprend pas, on pose des questions. Et même au quotidien, tout le temps, on me pose des questions. Mais comment ça marche? Comment tu gagnes ta vie avec? Après, il est vrai que quand c'est ton métier, tu peux te documenter un petit peu avant. Mais après, ils posent des questions qui, du coup, répondent aux interrogations du public qui va regarder aussi, tu vois. Mais c'est vrai que je crois qu'encore aujourd'hui, maintenant que ça fait 10 ans que YouTube existe, il y a encore ce genre de questions, malheureusement. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc là, bon, 10 ans après, tu te dis, bon, ok, c'est bon, on les a eu ces questions, on peut passer à autre chose. Parce que ça, c'était en 2017. Depuis, est-ce que tu as la sensation, même si à ton niveau tu ne l'as pas senti comme un manque de respect, je le comprends bien aujourd'hui, mais est-ce que ça a évolué? Est-ce que le regard de la télévision évolue? Tu fais aussi de la télévision, tu es présente dans des séries à la télé, Mhm. autant que sur des plateformes de streaming. En vrai, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'interview télé, donc je saurais pas dire, mais en tout cas, je vois qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui sont invités pour faire de la promo de livres, et que du coup, ça se passe bien, et je crois que les questions autour de l'argent ont quand même un petit peu diminué. Quand je regarde tous les plateaux de Carlito, McFly, Quotidien, même Léna, c'était plutôt bienveillant. Donc bon. Et alors là, tu vas me dire si c'est une vraie citation de toi. Notre chance à nous, youtubeurs, c'est que nous ne sommes pas dans l'attente de projets, nous les créons nous-mêmes. Ça te parle? Alors je sais pas si je l'ai si bien formulé, mais en vrai, oui, c'est vrai qu'on fait notre propre contenu et on n'a pas besoin de toute une équipe technique. Enfin, quoique, je dis ça, maintenant, il y en a qui sont très pros dans leur contenu, mais il y en a beaucoup encore qui le font fait maison. Et j'adore ce côté-là, justement, fait un petit peu à l'arrache, tout seul et tout, la débrouille, j'adore ça. Donc oui, c'est vrai que si tu veux un contenu, tu le fais, tu l'écris, tu le tournes et c'est posté. Et on n'a pas besoin de l'aval d'une production qui va nous valider ou non notre texte. C'est vraiment une liberté en fait. Mhm. Il faut être comédienne pour pouvoir être une youtubeuse à succès? Ouais, non, je pense pas. Bah, je pense pas du tout parce que tous les copains, en tout cas la bande que j'ai, il n'y en a aucun qui a fait une formation de comédien. Après, j'imagine que si tu veux faire des courts-métrages, c'est quand même mieux d'avoir des notions d'acting. Mhm. Genre, mais Amy, par exemple, elle fait plein de courts-métrages. Je sais même pas si elle a fait une école de théâtre. Elle fait plein de courts-métrages qui sont très cool. C'est vrai, je suis tombé Et dessus. elle joue bien. Donc je pense aussi qu'il y a ce truc aussi d'apprendre sur le tas aussi et de s'améliorer à chaque fois. Je sais pas, d'ailleurs, je me demande si elle a fait une école de théâtre. Elle joue vraiment bien, pour le Parce coup. que tu injectes depuis le début, hein, depuis la toute fake première vidéo, parce qu'il y en a qui sont en privé avant, mais tu injectes la comédie depuis le début dans tes vidéos. Ouais. Bah, je pense que c'est juste que je voulais faire ce que j'avais vu et qui me plaisait quand j'étais plus jeune, genre Les Inconnus, Les Nuls. Vraiment, le truc de Bernard et Maryse, en fait, c'est un confession intime sur un mec qui collectionne des sacs plastiques. C'est un petit peu ce truc-là, genre des sketchs absurdes. Bah, tu vois, ça c'était de l'actualité, sans le savoir déjà à l'époque, la suppression des sacs plastiques. Oui, c'est vrai. Bah oui. Je sais pas si tu es tombé, Natou, sur cet article de Capital. Je suis tombé dessus, moi, totalement par hasard, et je trouvais légitime de te faire réagir. Alors, on peut lire dans cet article, les internautes se lassent visiblement des youtubeurs comiques. Ces chiffres montrent clairement, donc les chiffres avancés par Capital, montrent clairement que les vidéos de 3 principaux amuseurs français, Squeezie, Cyprien et Norman, sont de moins en moins regardés. Plusieurs explications sont possibles, une maturité de leur public ou une lassitude vis-à-vis de youtubeurs apparus il y a plus de 10 ans. Est-ce que tu partages? On aurait pu me mettre dans le lot. Ben, oui. Au moins, ça aurait fait un quota féminin. Bien sûr. Mais ils ont vraiment mis Squeezie dedans? Oui. Et bah, je pense que Capital n'a pas du tout fait son taf parce que bah déjà Squeezie continue de cartonner. Enfin, tu peux pas tester en fait. Squeezie, c'est le numéro 1. Et il y a une grosse donnée qui n'est pas prise en compte, c'est que il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de youtubeurs. On était, je pense, une centaine en France. Et là, il y en a des milliers. Même moi, j'arrive plus à suivre tous les nouveaux comptes qui émergent. Donc forcément, eh ben, ça divise les vues. Forcément, tu peux pas avoir les mêmes nombres. Même moi, il y a 5 ans, je faisais en moyenne des 12 millions par vidéo. 20 millions pour celle qui marchait le plus, 27, 40 millions. C'est des stats, je pense que c'était l'Eldorado de YouTube, il y a 5 ans, il y a 10 ans,
où aujourd'hui tu peux pas atteindre ces chiffres-là. Même Carlito McFly, quand ils ont une grosse vidéo qui marche bien, elle fait en moyenne 7 millions, 8 millions, c'est déjà énorme. Mais je sais pas si quelqu'un a fait maintenant des 12 millions sur chaque vidéo, en moyenne, c'est un autre temps, quoi. C'est un autre temps où il y avait moins de youtubeurs. Parce que Forcément. Capital se base sur des chiffres, alors ils avancent. Squeezie perd de 561 millions de vues sur YouTube, donc toujours selon Capital. Selon toi, est-ce que Squeezie fait moins rire ou est-ce que c'est juste une histoire de part du gâteau en fait? Mais c'est vraiment pas les mêmes conditions. C'est pas du tout les mêmes conditions. Et je pense pas qu'ils fassent moins rire parce que. Mais non, mais c'est stupide. Donc pour toi, il n'y a pas de corrélation entre le fait que ces youtubeurs qui, selon Capital, perdent des vues, font moins rire le public français. J'imagine qu'il y en a sûrement qui doivent lasser. Il y en a, mais là, vraiment, c'est le pire exemple, c'est de mettre Squeezie dans le... Cyprien, il fait des courts-métrages, donc c'est aussi un peu moins mainstream, c'est un peu plus... c'est des formats longs qui t'emmènent, enfin, c'est des petits films, quoi, donc c'est aussi autre chose, mais je crois qu'il cartonne quoi qu'il arrive. Et en parlant de Cyprien, justement, ils ont écrit 24 millions de vidéos vues perdues sur YouTube, toujours selon Capital. Ils mettent entre guillemets la lassitude guette. Mais non, mais c'est débile. C'est vraiment comparer deux époques qui ont rien à voir. C'est comme si tu comparais, même économiquement, un statut il y a 10 ans et aujourd'hui, enfin, le pouvoir d'achat, deux trucs que tu peux pas comparer parce que c'est pas du tout les mêmes conditions. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre d'ailleurs que Capital ait pas mis cette notion-là du fait qu'il y avait très très peu de youtubeurs il y a 5 ans et qu'aujourd'hui c'est une explosion totale et que tu as un millier de choix possibles. C'est fou. Quand tu parlais de ton rôle de Samia dans la série Sam sur TF1, tu as dit « En plus, mon personnage a un côté séducteur avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. » Ouais. Pourquoi? Mais parce que là, je jouais vraiment... c'était une inspectrice du travail qui venait contrôler si donc le personnage de Fred Testo travaillait correctement et comme il faut. Donc c'était plutôt un rôle sérieux. Et surtout, il y avait une histoire d'amour dans tout ça, avec des scènes de baisers, des scènes qui suggéraient des scènes de sexe. Et donc, c'était la première fois pour moi. Et ouais, c'était du coup jouer sur la féminité, la séduction. C'est des trucs ouais, où je suis pas forcément à l'aise. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, on va tester ça. On va voir ce que ça donne, si je suis capable de le faire. Comme ça, au moins, j'aurais vu aussi si c'est un truc qui me plaît ou pas du tout. Et ouais, c'est un challenge tout simplement à relever. T'aimes te mettre la pression, non? T'aimes te mettre un petit peu en danger? Bah, c'est un petit peu ennuyeux si tu restes dans ta zone de confort à faire des vidéos tout le temps. C'est un peu facile en vrai. Au moment où on parle, t'as des regrets sur ces 10 dernières années? Je crois que j'ai jamais osé la scène. C'est le seul truc où je me dis peut-être que j'aurais pu tenter le truc. Et en même temps, si ça s'est pas fait, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Mais c'est le seul truc où je me dis peut-être que j'aurais pu tester. Au moins faire juste un petit essai sur une petite scène dans un café parisien de 15 minutes. Un passage juste pour tester. C'est pas trop tard, hein. Enfin, oui, bon, maintenant avec le là, Covid, c'est c'est vrai un que peu c'est compliqué. Mais c'est pas vraiment un énorme regret, mais c'est un truc où je me dis, tiens, qu'est-ce que ça aurait donné? Bah, tu le feras certainement un jour. Bah oui, parce que c'est dans un coin de ta tête. Ouais, on sait pas. Peut-être. En parlant de séduction, j'ai aussi remarqué que depuis 2017, allez, vraiment 2018, tu t'as pas officialisé avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pourtant, je crois que tu es en couple. Et je crois qu'il y a un monsieur Natou. Et ben, ouais, c'est compliqué. C'est vraiment, comme je disais dans le QG, c'est statut Facebook, c'est compliqué. C'est vraiment le truc où... Rupture, on se remet ensemble, rupture, on se remet ensemble. Enfin bref, c'est les montagnes russes. Tu disais que vous vous engueuliez beaucoup. Ouais, on s'engueule beaucoup. Mais par rapport à quoi? Bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais... Moi, je peux t'aider. Hein, Non, mais je suis super cool en plus. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude de me prendre la tête C'est à cause du travail? Non, c'est parce que c'est des sujets vraiment stupides. C'est des sujets vraiment anodins. Mais en fait, c'est la façon de communiquer où la personne en face est persuadée d'avoir raison dès le départ et que si je ne change pas d'avis, c'est que j'ai pas compris. Et donc, ça m'agace. Comment qu'on me dise que j'ai pas compris quelque chose alors que j'ai très bien compris ce que tu me dis, mais j'ai un autre avis sur la question. Et donc... très vite, à chaque fois, ça part dans des disputes nulles, mais que ça soit sur des sujets, mais genre la censure des tétons sur Instagram, le Bitcoin, que des sujets où
pourquoi Ouais, tu vous avez t'embrouilles des là-dessus? divergences, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Et donc je préfère ne pas officialiser d'histoire d'amour pour ne pas avoir après à faire les mises à jour, tu sais, où au début tu es là en disant donc je suis avec quelqu'un et tout, et tu le montres et tout ça, et après, bon ben on n'est plus ensemble. Enfin, c'est vraiment le moment de lose, je préfère éviter. J'ai déjà eu l'expérience avec Kemar, où vraiment il faut faire cette mise à jour parce que tu as tellement partagé avec les gens ta vie sentimentale que les gens ont l'impression de tout connaître et d'avoir partagé à travers ce couple. Et donc, tu es obligé de dire, bon, bah, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, quoi. C'est Donc, plus dur de faire le deuil quand c'est public? bah, est-ce que c'est plus dur? En tout cas, il y a ce step, cette mise à jour qui est pas agréable à faire, quoi. Ça, c'est sûr, c'est pas... Tu dois l'annoncer à des gens, en plus, qui après vont donner leur avis là-dessus, qui vont être soit tristes, qui vont être déçus, parce que forcément, bah, ça fait des années qu'on partage tout ça. Et après, tu as les trolls qui vont prendre un malin plaisir à appuyer dessus en commentant, en disant bien fait, c'est parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, ou alors de l'autre côté, pareil, c'est parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, t'étais pas assez bien pour lui, pour elle, enfin des trucs atroces, quoi. Ou des suggestions de c'est parce que t'as dû le tromper, ou l'inverse, tu vois, pour les deux côtés. Et ça, c'est un peu, les gars, vous savez rien, mais vous vous exprimez sur un sujet que vous maîtrisez pas du tout, et ça, il y a un côté... bon, déjà, une rupture après de longues années, bah, il faut la digérer. Et si en plus, tu as des avis extérieurs de gens que tu ne connais pas, bon. Quelle est la part de pourcentage de ton travail dans ta vie? Quelle place tu laisses à l'amour, à la personne qui partage ta vie? Alors, vu que je suis fille unique, moi, je m'attache très vite aux gens, et mes amis, mes amours, ma famille, tout ça, elles ont une place énorme dans ma vie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir une maison de campagne en dehors de Paris. Et j'ai pris une maison où je pouvais faire venir tous mes potes dedans. Donc il y a une clé qui est à disposition des gens. Et les gens, ils vont... vraiment, les portes sont ouvertes. Et c'est parce que je veux les avoir auprès de moi, quoi. C'est vraiment ce truc de... Je veux être tout le temps entourée. J'ai beaucoup de mal avec la solitude. Et du coup, l'amour, c'est pareil. Ça prend une place énorme, et tant que je peux, je partage des moments. Ça peut être des journées en pleine semaine où juste c'est consacré à aller... Par exemple, j'avais un délire, là en ce moment, c'était de flasher des Space Invaders. Je sais pas si tu vois, dans Paris, c'est des petites mosaïques avec Oui. des petits personnages. Qui sont sur les murs un peu hauts. Ouais, c'est ça. Et ben, tu as une application qui te permet de les flasher. Et tu as des scores ensuite suite à ça et tout ça, donc tu les collectionnes et ça te permet de fouiller dans Paris parce que c'est pas vraiment bien indiqué. Enfin, tu as des passionnés de ça. J'ai découvert un univers parallèle où les gens essayent de donner des adresses. Mais en général, il faut quand même bien les chercher, c'est pas offert sur un plateau. Et donc, ça peut être qu'avec mon copain, on passe des journées en trottinette à faire des flashs de Space Invaders au lieu d'écrire des vidéos, tu vois. Il t'aide un petit peu pour les vidéos, pour le contenu? J'imagine que tu consultes. Oui, bien sûr, mais moi, je fais lire mes textes à mon meilleur pote, Ouais. qui un petit peu juste me rassure, juste en étant une sorte de script doctor. J'écris mes textes toute seule, mais j'aime bien avoir un avis extérieur, de me dire, ou ne serait-ce que pour savoir si la blague a déjà été faite, tu vois, ça peut arriver sans faire exprès. Oui, Donc puis j'aime après, on bien. va t'attaquer de plagiat. Et oui, c'est ça. Et mon copain, vu qu'en ce moment, on s'est remis ensemble, le truc à mi-temps. Oui, mais c'est les fausses ruptures, on a tous connu ça. Ouais. Mais c'est pas grave, même s'il y a des ruptures, et, enfin qu'on se remet ensemble, peut-être un jour ça s'arrêtera définitivement, mais c'est quand même des super moments qu'on partage Bien sûr. ensemble. En tout cas, je retiens pas de toutes mes histoires, je retiens que le positif et les choses positives qui m'ont été apportées. Tu vois, il n'y a pas de c'est vraiment un connard, je déteste, même s'il a fait ci ou ça. Donc là, en ce moment, c'est mon copain. Et en tout cas, il m'aide à réaliser mes vidéos, à les étalonner, tout ça. Donc c'est trop cool. Il m'a pimpé dans mon contenu parce que j'avais encore des lampes un peu moisies, des ring lights, qui font le job. Mais lui, comme il est très pointu, il m'a fait acheter une énorme lampe avec un truc qui prendrait la moitié de cette pièce, je pense. C'est assez comique quand je mets dans mon salon. Ça fait un truc immense. Mais tu vois une différence de qualité de lumière entre mes vidéos d'il y a quelques mois et les dernières. Tu fais « Ah ouais !» Je veux les coordonnées. Ah bah oui, mais vraiment. c'est des lampes qui coûtent cher, attention, c'est un investissement. Faut le faire passer sur la société. Bon, d'accord. Et enfin, je voulais savoir si tu avais des cas de conscience au niveau de ton contenu, vu qu'on parlait de l'écriture des textes que tu fais relire. C'est vrai qu'on vit à une ère en ce moment
où le moindre mot, tout peut prêter à la polémique? Ouais. Je suis assez vigilante. Je sais que j'ai pu faire des erreurs ou des blagues, enfin une fois, enfin je vais pas dire j'en ai fait plusieurs, mais par exemple une fois j'avais posté une photo sur Twitter, mais ça remonte, c'est vraiment très vieux, sur Twitter avec un filtre déformant qui fait que t'as un gros visage qui coule comme ça, et c'était la soirée des Miss France et j'avais mis un truc à la con, genre ah bah je suis étonnée qu'on me demande pas d'être Miss France ou que j'ai pas été Miss, tu vois. Et en vrai, je me suis rendu compte dans les commentaires, on me disait mais en fait c'est grossophobe. Et moi, je me rendais pas compte, tu vois. Pour moi, c'était juste ma tête qui était déformée, et qui était gros. Mais c'était à l'abus, hein. C'était vraiment un truc qui coulait. Mais c'est vrai que le fond de ce filtre, c'est bah t'es moche parce que t'es grossi, quoi. Et je me rendais pas compte. Et du coup, j'ai lu les commentaires, j'ai fait mais ouais, c'est vrai, en fait, c'est complètement grossophobe et c'est con. Et du coup, je l'ai plus jamais refait. Donc, il y a des fois des erreurs qui font que ça t'apprend et t'évolues et dans le bon sens. Donc, c'est cool. Mais sinon, j'ai jamais fait de gros faux pas, parce que oui, je fais attention, j'ai pas envie d'heurter de blesser des gens pour rien, quoi, tu vois. Et là, par exemple, je fais une campagne sur Instagram pour des culottes menstruelles, et au lieu de dire, bah, c'est super efficace pour les femmes, pour les filles, je reste générale, tu vois, parce que t'as des hommes trans qui ont leurs règles, qui n'ont pas fait leur transition, et qui sont donc menstrués, et je veux pas les blesser en les excluant, enfin, En les mettant de ouais, c'est côté? ça, en mettant de Qui côté. se sentent isolés? Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, parce que j'ai l'impression que tu as quand même cette notion qui est très exacerbée de faire attention Ouais, à ne pas blesser les gens c'est au ça. travers de tes contenus. Donc si je peux être générale et parler à toutes les personnes avec ces protections hygiéniques, autant le faire, tu vois. Mhm. J'aimerais qu'on parle d'icônes, parce que le premier numéro, ça c'est ton magazine, hein. C'est un magazine parodique féminin, hein. Il est sorti il y a 5 ans, le deuxième récemment. Ouais. Il y a 5 ans, c'était un best-seller. Aujourd'hui, je voulais savoir avec la crise sanitaire, comment ça se passe? Est-ce que c'était pas plus compliqué? Mais écoute, il y a 5 ans, il y en a quand même 350 000 exemplaires qui ont été vendus. C'est énorme. Donc déjà, c'était inattendu. Enfin, à tel point que même la maison d'édition, vu que c'était le premier livre d'influenceuse, entre guillemets, enfin de youtubeuse plutôt, avec Enjoy, on avait sorti toutes les deux notre livre à peu près en même temps. Ils avaient fait une édition, je sais pas moi, à 5 000 ou 10 000 exemplaires qui étaient partis, mais en une semaine. C'était assez foufou. Et là, pour celui-ci, je crois que ça ne change pas grand-chose hein, dans le monde de l'édition, tout ça. Enfin, on le voit avec le livre de Léna qui cartonne. Tu peux continuer à acheter des livres, donc tout va bien. Et bah, de ce que me dit mon éditeur, c'est que ça a pris le même démarrage. C'est un livre qui s'est vendu beaucoup, mais au fil du temps. Ça n'a pas été en une seule fois un truc... C'est mieux, non? Bah, c'est cool. Enfin, je pense pas qu'ils se vendent autant que le premier, parce que c'était aussi ce truc de... Il y a 5 ans, où forcément on était moins de youtubeurs, et moi je faisais, je te dis, des 12 millions de vues en moyenne par vidéo, enfin des trucs de fou. Je pense pas que ça puisse être possible pour moi d'en vendre autant, mais c'était déjà un truc lunaire, donc c'était limite, c'est trop quoi, c'est fou ce qui se passait. Mais en tout cas, mon éditeur me dit que ça prend le même démarrage. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais je suis déjà très contente d'en avoir un deuxième dans ma bibliothèque à côté du premier. Et j'en suis très très fière parce que je le trouve encore plus abouti, forcément plus actuel parce qu'il a été fait aujourd'hui, et qui aborde plus de sujets un petit peu plus sérieux, sous couvert d'humour. Donc je trouve que c'est un petit peu l'icône de la maturité. Bah oui, et puis même quand c'est fait avec humour, au final, indirectement, ça dénonce certains faits de société, en tout cas certaines injustices. Moi, je pense notamment aux pages où tu recenses 20 photos de mamelons en gros plan Ouais, et le jeu, voilà, de tétons pardon, en gros plan, et le jeu consiste à identifier lequel de ces tétons est féminin et donc interdit. Il y a même un petit mamelon où tu dis voilà, vous pouvez le découper et censurer bien évidemment. Pourquoi? Pourquoi? Même parce que j'aime bien parler de trucs absurdes, de petites choses qui m'agacent. Genre, c'est vrai que sur Instagram, les tétons de femmes sont censurés, alors que t'as des torses nus d'hommes qui ne sont pas censurés. Donc, il y a ce truc de c'est injuste, quoi. Tu te demandes. En fait, si on en est là aujourd'hui, c'est quand la poitrine des femmes, on l'a tellement sexualisée, c'est tellement devenu un truc tabou qu'on ne l'imagine que par le sexe. Alors que tu pourrais avoir une femme torse nu en photo où c'est juste artistique et c'est joli, ou c'est juste une femme posée torse nu, et alors au même titre qu'un homme, quoi. Pourquoi c'est tout de suite du sexe? Tu vois des seins, première chose, c'est du sexe, c'est sexuel. Alors que si depuis qu'on était enfant, depuis des générations, on enlevait ce tabou sur la poitrine des femmes en disant bon bah voilà, c'est juste
C'est un torse, c'est un torse, voilà. Il y a des seins, mais oui, parce que c'est une femme, et tu peux avoir des grosses poitrines, des plus petites, mais ce sont des poitrines qui, à la base, t'ont nourri quand tu étais enfant. Et tu apprends ça, si on avait tous appris ça depuis qu'on est enfant et que ça n'y ait pas ce tabou, bah aujourd'hui, on n'en serait pas là, je pense. Je sais pas, après, je sais pas comment on pourrait faire Instagram pour gérer tout ça, parce qu'il faudrait un humain qui soit derrière chaque compte pour tout checker, et humainement, ce n'est pas possible. Mais ouais, il faudrait un petit peu quand même essayer de nuancer tout ça, de pas faire sauter des photos de femmes qui sont pas du tout porno, qui sont juste... voilà, c'est leur corps, c'est comme un corps de mec. À ce moment-là, moi aussi, oh là là, je me sens agressée par des tétons d'hommes, c'est tellement sexuel, arrêtez, je suis pas bien. Tu vois, c'est une caractéristique sexuelle, les pectoraux d'hommes, donc arrêtez. Soit c'est... Enfin... C'est du sexisme. Ouais, c'est un peu c'est pas juste, en tout cas, ce n'est pas juste. À partir du moment où un mec peut faire quelque chose et pas une meuf, bah c'est pas juste. Et du coup, soit tu censures tous les tétons, comme ça on n'en parle plus, soit tu laisses en fait, tu laisses et tu essayes de contrôler. Après, si quelqu'un signale que c'est pornographique et tu vas voir et que c'est pas pornographique, tu laisses. T'as déjà connu la censure? La censure, pas vraiment. Après, t'as quelques vidéos peut-être qui ont été démonétisées, mais très peu. C'est une forme de censure. Hein. Ouais. Je crois que j'ai une vidéo qui parle de première et dernière fois. Donc, première fois où je suis allée sur Twitter, dernière fois, ce genre de blague, tu vois. Ça remonte, hein, c'est une vieille vidéo. Et à un moment, je dis la première fois où tu fais l'amour, où c'est un peu genre, oui, vas-y, allons-y. Et puis la dernière où t'as une couette qui s'agite dans tous les sens. Voilà, c'était un peu olé olé, dira-t-on. Ça, c'était démonétisé parce qu'il y avait une petite scène qui suggérait un acte sexuel. Sinon, là, pendant le premier confinement, j'avais fait une vidéo sur le confinement, tout simplement, donc qui racontait un petit peu tout ça, et ça a été démonétisé. Sinon, à part ça, peut-être une vidéo sur la contraception, je crois. Ouais. Je crois qu'ils estiment que c'est pas adapté aux publicistes, enfin aux marques, je sais pas. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a le média Urel qui titrait seulement 10% des chaînes YouTube les plus populaires en France sont gérées par des femmes. Et ils disent les vidéos d'hommes mimant la masturbation ou parlant de l'organe sexuel masculin continuent à avoir beaucoup de visibilité sur la plateforme. Les vidéos traitant de la sexualité féminine, d'avortement ou encore des règles se voient toujours démonétisées. Ouais. Et donc ça, c'est Marie, la fondatrice de l'association Les Éternets, qui en parlait. Et c'est quelque chose dont tu nous parles là, au travers de cette vidéo. Ouais, c'est vrai. Puis après, j'ai déjà entendu plein de créatrices de contenu en interview qui racontaient ce que tu viens de dire, et bah, c'est injuste, c'est fou. Comment on peut faire en sorte que ces injustices, elles sautent à notre niveau? Bah, en parler le plus souvent possible quand on en est victime, enfin quand ça arrive et que c'est injuste. Et plus on en parlera, plus à un moment, ça viendra aux oreilles quand même de YouTube, j'imagine. À un moment, s'il y a beaucoup de révoltes, t'es obligé de suivre, de t'adapter pour pas fâcher tout le monde, quoi. Et puis de continuer de parler de ces sujets, quoi qu'il arrive, c'est super important. Dans la continuité toujours de ton magazine, le numéro 2, Icône, il est disponible de partout. Hein. Partout. Même, Voilà. je crois, dans quelques points relais. Parce que comme ça ressemble à un magazine, il y en a quelques-uns qui le vendent entre les magazines. Je trouve ça trop cool. Parfait. Tu dis, je me comparais à ces femmes parfaites, donc des magazines. J'ai fait des régimes drastiques et j'ai aussi connu des troubles alimentaires. Ils ressemblaient à quoi, ces régimes drastiques? Eh ben, c'était, je pense, vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à faire des régimes. Mais en plus, je regarde mes photos de quand j'avais 15 ans. J'étais vraiment en très bonne santé. Il n'y avait pas de surpoids. Il y avait vraiment une jeune fille... en bonne santé, quoi. Il n'y a pas besoin de faire de régime. Sauf que moi, ce que je voyais dans les clips et les magazines féminins, c'était des femmes très, très, très minces, très grandes, très minces, très élancées. Et du coup, je me disais, mais oh là là, je ne corresponds pas du tout à ce qu'il faut être dans la vraie vie. Donc, il faut absolument que je perde les 3-4 kilos que j'ai pour être vraiment très mince, voire maigre. Pour moi, c'est un objectif. Et du coup, à 16 ans, j'achète je sais pas, des espèces de régimes à la con. Le régime soupe aux choux, par exemple, où tu as vraiment une espèce de poudre et tu dois manger cette soupe midi et soir. C'est ton repas, des gélules, coupe-faim. Vraiment, mon argent de poche, je le mettais là-dedans. Et ensuite, c'était que des fruits et légumes solides. Je l'ai connu, celui-là. Tu l'as connu? Ah bah oui. Mon Dieu, du coup, t'as aucune énergie. Ah bah non. J'avais la tête qui tournait, mais je me disais, mais c'est pas grave, je vais maigrir et tout, c'est le plus important. Et je me rappelle d'une phase aussi où, je crois que c'était à 17 ou 18 ans, je sais plus, peut-être 19, j'avais eu la gastro. Et j'étais trop contente parce que j'avais perdu, je crois,
2 kilos en 3 jours. Et du coup, je m'étais dit, bon, faut que je garde ça. Et là, j'étais passée dans une phase où je mangeais très peu. Je mangeais genre, mes menus, c'était une demi-tranche de blanc de dinde avec un demi-yaourt, une demi-biscotte. Tout était à moitié. Et j'avais duré comme ça, je sais pas, pendant plusieurs semaines, voire des mois, sous-alimentée, quoi. C'était de l'anorexie mentale? Bah franchement, ouais, je pense que... Bah oui, tu peux pas te nourrir avec des moitiés de trucs. Ou de l'anorexie? Parce qu'il faut dissocier anorexie et anorexie mentale. Anorexie, c'est quand la personne ne veut pas garder la nourriture et donc fait tout pour l'extérioriser en vomissant. Anorexie mentale, c'est se sous-alimenter pour ne surtout pas prendre de poids, maigrir sur la balance, mais ne pas faire l'acte de se faire vomir aux toilettes. Ah bah après, j'avoue que quand tu passes par ça, après moi j'ai eu de la boulimie. De la boulimie pendant, je pense, au moins 4 ans, où là, ben, j'allais au bout, quoi. Je rendais. Et c'était horrible, ma mère savait pas quoi faire, moi-même je savais pas quoi faire, j'ai l'impression que j'allais être coincée là-dedans pendant des années, que ça allait être mon quotidien jusqu'à la fin, quoi. Tu vois pas le bout du tunnel, quoi. Et du coup, ça s'est réglé de soi-même le jour où... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, c'était quoi le déclic? Bah, le déclic, je crois que parce que j'étais en couple avec un garçon et je voulais pas lui faire de peine en rompant, alors que j'étais pas heureuse. Mais comme il était gentil, je voulais pas faire de peine. Et je suis restée, genre, je crois bien 1 an et demi, voire 2 ans avec ce mec, alors que j'étais pas amoureuse. Et c'était horrible. Et du coup, moi, ça me rendait malade. Et ce truc de boulimie s'était intensifié à ce moment-là. Et le jour où je me suis dit, bon, ben, on arrête en fait. Juste, il faut mettre un terme à cette relation parce que ça rend personne heureux. On a rompu. Et du jour au lendemain, j'ai eu un soulagement et c'est parti. Et depuis, je n'ai plus aucun trouble, juste je mange de tout. Enfin, des fois, j'ai des cheat meals où je sais que je mange pas très bien, mais c'est assez ponctuel, quoi. Mais je n'ai plus jamais eu de crise de boulimie où je m'empiffrais. Vraiment, il y avait des phases où je pouvais faire des courses pour acheter des aliments afin de me blinder le ventre avec et après me faire vomir. Donc c'était horrible. Et depuis, plus rien. Donc c'était le symptôme, la nourriture. Ouais, je pense. Mais j'avais déjà des crises d'avant qui étaient toujours dans cette optique d'être mince et tout ça. Enfin, c'était vraiment un gros bordel dans ma tête, quoi. Et aujourd'hui, tout ça, c'est derrière toi? Derrière moi, et vraiment, je pense que, ouais, faut... Enfin, les gens qui sont dans ce cas-là, faut surtout pas se dire que c'est éternel et que ça va durer toute la vie. Enfin, j'imagine, peut-être qu'il y a des cas où ça dure toute la vie, malheureusement, mais c'est vraiment tellement psychologique. Enfin... Après, je sais pas, je peux pas te donner de conseils parce que j'imagine que chaque cas est particulier. Mais moi, c'est à partir du moment où j'étais bien dans ma tête, où je me suis soulagée d'un poids qui m'envahissait et je me rendais pas compte que c'était ça en plus qui provoquait ça, et ben, c'était une libération, quoi. Très bien. Ça veut dire donc que tu t'es réconcilié avec beaucoup de choses, Oui. certainement, Ouais. envers toi-même. Ah ouais. Je pense. Hein. Bon, c'est ma petite psychologie de comptoir. Voilà. Maintenant, je suis sur mon petit divan, là. Écoutez, monsieur... Non, mais j'adore parler de ça. Je trouve ça... Mais en plus, ce qui est fou, c'est que je pense que ouais, il y a énormément de jeunes qui veulent ressembler à un idéal et qui font tout pour, alors que faut juste s'accepter tel que l'on est. Bah oui, mais les applications, ça aide pas. Aujourd'hui, t'as vu comment on se change le visage? On fait comme ça, on Ouais, fait je comme sais. ça. Et... Tu fais, toi, ça? Non, en fait, alors vraiment, moi, c'est ce truc de... J'ai l'impression que tu peux pas vraiment tricher en photo quand ensuite t'as la vidéo. Ça fera un contraste énorme, Oui. tu vois, tu peux pas... Enfin, ou alors des fois, je vais corriger, j'ai des petits boutons des fois là sur le menton. Bon, je vais effacer un bouton, tu vois, mais j'ai pas, non, j'ai pas tendance à me sculpter le corps et tout ça, parce que tu peux pas mentir. Et après, il y a ce truc qu'on te voit en vrai, et je serais trop mal à l'aise à l'idée qu'on me dise, mais putain, mais tu fais... T'es pas du tout pareil que dans tes photos, quoi. Donc non, je préfère ne pas mentir, et puis... je pense qu'il y a un truc de maturité aussi au bout d'un moment où tu dis mais oh putain en fait j'ai plus le temps à me morfondre et à être complexée par mon nez ou par ma petite poitrine ou mes hanches ou quoi, enfin j'ai plus le time en fait, stop, maintenant moi je veux juste profiter et kiffer. Alors évidemment il y a des jours où tu te sens moins bien que d'autres, il y a des jours où vraiment tu te sens queen bee et d'autres où bah, tu te sens non, j'ai pas envie de dire un nom parce que c'est pas bien du tout. Où tu te sens un peu moins bien, tu vois. Tu te dis, putain, je suis moche, je suis affreuse, je suis hideuse. Et c'est un espèce de... Ouais, c'est un équilibre à trouver. Mais moi, en fait, en vrai de vrai, je me suis jamais trouvée jolie.
avant, ça me bouffait la vie. Maintenant, je me dis, ok, bah, je suis pas parfaite, mais je m'en balèque en fait. Ça m'empêche pas de me filmer, de montrer mon visage à des millions de gens, à faire des choses, parce que je sais qu'à côté de ça, j'ai plein d'autres qualités. Même si, au fond, je me trouve pas super jolie, je m'aime quand même et je prends soin de moi, je sais que je suis en bonne santé et je fais tout pour entretenir cette bonne santé. Et enfin, Natou, j'ai envie de faire comme les médias traditionnels. Je vais te poser Non, je plaisante, je vais pas te parler d'argent. Mais non, je vais pas te poser de questions sur ton salaire. Ouais. Je veux juste rebondir sur cette phrase. Je participe très bien à l'économie française, je n'habite pas à Dubaï. C'est de toi, ça. Oui, on m'a demandé combien je gagnais. Encore. Oui, c'était dans le QG, alors... Ah, pardon. Non, mais je pense que c'est... Ouais, c'est une petite question un peu polémique, je sais pas, un truc qu'on pose à tous les invités confondus. Ah, c'est un Ouais, marronnier. ça fait partie d'un CV où à la fin on te pose cette question-là. Je crois que personne répond d'ailleurs parce que c'est encore tabou en France. En vrai, moi, j'ai pas envie de donner le vrai montant. Je le connais pas, pour de vrai, le vrai montant. Après, je sais à peu près combien c'est. Et je trouve je trouve ça indécent en fait. J'ai du mal à parler d'argent parce que en fait, je trouve ça fou déjà de gagner ma vie en faisant des blagues sur Internet. Et je sais que tu as des métiers qui sont bien plus durs, bien plus compliqués. Ne serait-ce que quand j'étais policière, je gagnais 1500 € en risquant ma vie, tu vois. Et je trouve ça indécent du coup de donner un montant qui est assez... je gagne très bien ma vie, on va pas se mentir, mais j'ai pas envie de... Je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse choquer ou frustrer parce que même moi je trouve ça absurde en fait. Je trouve ça pas juste et absurde de gagner aussi bien sa vie en faisant juste des blagues. C'est fou, tu vois. Et par rapport à cette punchline que tu as sortie dans le QG, j'aimerais te montrer 7 extraits vidéo Vas-y. issus d'une interview que j'ai réalisée avec une influenceuse Ok. française qui s'appelle Kéline. Et c'est dans la continuité de la phrase que tu as sortie sur le plateau du QG. C'est souvent également entre la France et Dubaï. Ouais. Question simple, pourquoi Dubaï? Bah, aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï. Mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Assez rare d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. Non, c'est... moi, je pense à moi et je pense à mon futur. Et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai d'autres projets. Mais je me dis, pars à Dubaï, économise, tu payes pas d'impôts. Puis moi, je me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... En quoi c'est plus intéressant on n'est fiscalement? pas imposable. C'est-à-dire sur les sociétés ou sur les revenus ou sur la fortune personnelle? Zéro. Zéro. Tu as 0% d'imposition. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 50 ou 60% qui sont pris sur tes revenus. Donc en fait, tu multiplies par 2 ton pouvoir d'achat et ton pouvoir d'économie. Tout ce que tu gagnes, tu le gardes. Et après, tu le dépenses comme tu veux. Ça te tente pas de multiplier par 2 ton pouvoir d'achat et d'économie? Le jour où je suis vraiment... où je fais un breakdown total et que je veux m'isoler, parce que là-bas, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire en vrai. Peut-être que je pourrais y aller quelques mois, tu vois, m'isoler et être dans un cocon de luxe, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un cocon avec du vent dedans, quoi. T'as une grosse maison, mais t'as pas tes potes, à quoi ça sert en fait? Moi, ça me rendrait triste, mais si un jour je suis vraiment au fin fond et imaginons que j'ai des problèmes financiers, j'en sais rien, peut-être que ce serait une solution que j'imaginerais, et encore, j'essaie d'imaginer, hein. Mais je crois que je serais vraiment très malheureuse là-bas, trop isolée de tous les gens que j'aime. Mais en fait, c'est très compliqué parce que tu vois, si tu gagnes bien ta vie, enfin moi, si je gagne bien ma vie, c'est grâce au public français, aux Français qui sont là et qui me suivent, regardent mes vidéos et qui, eux, du coup, travaillent ici, payent leurs impôts. Je trouve ça compliqué d'être portée, d'en arriver là, de vivre ma vie confortablement grâce aux Français et du coup de pas du tout participer aux impôts qui vont servir aux Français. Enfin, en plus, si je gagne bien ma vie, justement, je trouve ça logique d'avoir un impôt conséquent. Enfin, tu peux pas juste profiter sur tous les plans et dans un autre sens, ne pas donner. Tu reçois, donc oui, tu dois donner, c'est normal. Enfin, moi, j'ai profité des systèmes hospitaliers, la couverture, l'assurance, mon éducation, les écoles, tout ça, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que
je suis une personne éduquée, en bonne santé, c'est grâce à tout ça, à ce système. Et je serais très mal à l'aise à l'idée de ne pas participer à ça pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Tu vois, Merci Natou. C'est tout, c'est fini? Ah bah, ça fait combien de temps de thérapie? 1h15. Oh, moi je veux rester, attends. 1h15 quand même. Je sais pas combien il va rester au montage, mais quoique, c'est pas grave, on aime les longues vidéos, moi j'adore ça. Ouais, c'est Bon, cool. Natou, vraiment, merci infiniment. Bah, merci. C'était un plaisir de papoter d'un milliard de sujets Ouais. comme ça avec toi. Ta marque de bijoux, c'est toujours d'actu? Le site joyauxmagique.fr? Joyau Magique, je l'ai mis entre parenthèses parce que déjà j'ai plein de choses à faire qui font que je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Et pour être honnête, ce sont des bijoux fantasy que je voulais avec un prix abordable pour que ça reste Oui, j'ai vu, c'est abordable. abordable pour pas que les gens se sentent frustrés, ceux qui n'ont pas les moyens se disent putain je peux pas acheter parce que c'est un bijou en plaqué or, c'est 80 € le collier ou quoi, je peux pas me l'offrir. Je voulais pas créer de frustration donc. Et pour avoir des prix abordables dans les bijoux fantasy, tu es obligé de les faire à l'autre bout du monde, Bah en oui. Chine. Donc c'est quelque chose avec laquelle j'étais en accord il y a quelques années quand j'ai commencé, mais maintenant j'ai envie de... Ouais, j'ai pas envie de faire des bijoux fantasy qui viennent de l'autre bout du monde, de Chine, qui sont transportés par avion. Donc pour le moment, c'est mis entre parenthèses. J'aimerais trouver des solutions un peu plus respectueuses de l'environnement, en vrai. Voilà. Bah oui, bon, j'allais dire c'est le moment, mais bon, t'as 5 millions d'abonnés sur ta chaîne YouTube, donc si tu veux passer un message à une marque, tu peux le faire sur ta chaîne. Bah non, mais par contre, s'il y a des gens qui ont du savoir-faire, Bah qui oui. restent abordables et qui ne sont pas faits à l'autre bout du monde, moi je suis preneuse. C'est juste que pour le moment, j'ai mis entre parenthèses parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à préparer. Mais peut-être qu'un jour j'y reviendrai et je referai ne serait-ce que des vêtements avec des matières recyclées. Tu vois, c'est super intéressant. Mais pour le moment, j'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. Mais j'aimerais bien. Tu le feras, c'est certain. Il y a le livre, le magazine, bien évidemment. Icône numéro 2, 5 ans après le numéro 1, qui Ouais. est un best-seller, le numéro 2, qui marche très fort aussi. Allez jeter un petit coup d'œil parce que vous allez certainement vous retrouver dans beaucoup de critiques que vous faites derrière vos réseaux sociaux. Mais là, vous allez voir comment c'est bien mis en page sur du papier glacé. Merci Natou. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'avoir passé ce temps avec nous quand même. On a passé un long et bon moment ensemble. Ton compte Instagram, Natou, c'est Natougram. Ton compte YouTube, c'est Natou. Ton compte TikTok, c'est Natou. Ton compte Snap, c'est... Evelyne Thomas. Non. 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 Je suis pas trop sur Snap en vrai. T'es pas trop sur Snap. Bah, Twitter, j'étais- Natou. Ouais, Twitter, mais encore Twitter, bon. Le réseau social de l'amour. C'est ça. Voilà. Envoyez-nous d'ailleurs plein Envoyez-nous d'amour. des Nous, cœurs sur Twitter. Voilà pour vous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et vous le savez, quels que soient les problèmes qu'on rencontre dans la vie, on essaie, on fait tout pour rester positif parce que ça nous sort de toutes les situations. À bientôt. Bye bye. Bisous.